faisant un résumé de ce que nous a dit Benoît, c'est qu'en fait, les problèmes, quand un homme a des problèmes, c'est qu'il a en fait des problèmes de cœur, quoi. C'est le résumé de tout l'exposé. Et moi, je vais essayer de vous expliquer que pour la femme, c'est exactement la même chose. Donc, la sexualité féminine, c'est l'autre. Voilà. La sexualité féminine, âme sensible, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, ça ira. Et je voudrais insister sur les étapes de la sexualité. Comment on en arrive là? Au départ, les hormones interviennent à tous les niveaux, mais la première étape de la sexualité sont des hormones qui agissent au niveau des organes. C'est uniquement un réflexe. Ensuite, petit à petit, la sexualité monte dans le niveau cérébral. Au niveau basique, les hormones vont influencer la posture sexuelle pour augmenter la rentabilité de la reproduction, avec des attitudes de danse ou de posture. Et on a des exemples, comme par exemple d'injecter des œstrogènes dans un cerveau masculin, au niveau de l'hypothalamus, il va prendre des attitudes de posture sexuelle femelle. Il va se mettre en position pour le rapport sexuel. Ça, c'est le niveau basique. Ensuite, il y a une intégration du système limbique qui va intégrer les émotions, l'attachement, le plaisir, et qui va compliquer le système. Et puis, la dernière étape, c'est l'intégration du système cortical avec croyance, amour, fantasme. Et à chaque niveau, on va chaque fois rajouter un niveau hormonal et neurobiologique supplémentaire à l'ancien système. Donc chaque étape a son propre système qui se superpose. Donc, j'ai retenu cette phrase, l'animal fait l'amour mais n'en parle pas, l'humain vit l'amour et le raconte, le discours amoureux fait partie de l'acte sexuel, et au bout du compte, le roman d'amour se superpose à l'acte sexuel, puisque sur le système cortical et domine le système limbique, il n'y a plus que l'intellectuel et plus l'hormonal et le neurobiologique. Et donc, il y a une réflexion, c'est que dans l'évolution, si le système génétique et biologique, l'évolution est très lente, on a constaté ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières 50 années, une évolution sociale extrêmement rapide. Premièrement, à l'après-guerre, d'abord dans la durée de vie, puisque depuis l'après-guerre, la durée de vie était en moyenne de 60-65 ans, elle est passée aujourd'hui à 87. Elle était, à l'époque, avant la Révolution française, de 35 ans chez les femmes. Donc cette durée de vie a complètement modifié le panorama social, sachant que la ménopause arrive maintenant, en moyenne, à la moitié de la vie. Or, le système de la sexualité, au départ, a été prévu uniquement pour la reproduction et pas vraiment pour le plaisir. Donc c'est complètement changé ces dernières années. Par ailleurs, il y a eu l'arrivée de la contraception qui a fait qu'on a pu favoriser le plaisir de la sexualité par rapport à la reproduction. Et encore dernièrement, ces dernières années, l'arrivée des procréations médicalement assistées a complètement dissocié la sexualité de la reproduction. Parce qu'on n'a plus finalement besoin de sexualité, il suffit d'avoir un bon laboratoire, il suffit d'avoir des gamètes, et on peut très facilement se reproduire. Et donc la sexualité est devenue non plus un système de reproduction, mais un système de qualité de vie et aujourd'hui de vitalité, puisque beaucoup de femmes vont être privées d'hormones pendant une grande partie de leur vie. Et aujourd'hui, ces hormones dont on va parler sont plus des hormones de vitalité et de qualité de vie que des hormones de la reproduction. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer un partenaire, pour avoir une vie sexuelle remplie? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est les phéromones. Alors les phéromones, un petit mot, c'est qu'en fait ce ne sont pas des odeurs, puisque les phéromones n'ont pas d'odeur, mais agissent au niveau d'un système particulier. Et là d'ailleurs on ne le sent pas, mais pour les hommes, on constate tout de suite que la vision est peut-être plus efficace que ce qui reste de système de phéromones chez l'homme aujourd'hui. Les phéromones, on connaît peu leur structure chimique, mais ce sont des chaînes hydroxycarbonées. Chez l'homme ou chez la femme,
il y en a un seul qui serait peut-être identifiable, c'est l'androstendione. Ces phéromones, ce sont des hormones de l'éthylmologie qui agissent à distance, contrairement à la définition des hormones qui agissent par voie sanguine. Ici, elles agissent par voie externe, soit normalement pas par l'odeur, mais par un système qu'on appelle le système voméronasal, qui serait à la base des narines, mais qui serait différent de l'odorat et qui aurait des transmissions nerveuses différentes. Maintenant, on n'a pas réussi à prouver si les conductions nerveuses de cet organe existent encore ou si elles ne sont pas devenues totalement vestigiales chez l'humain aujourd'hui. Là, c'est pour dire que dans toutes les familles, quand la jeune fille sort, eh bien, on lui dit ma petite fille, il faudrait que tu enlèves un petit peu ton maquillage et tes litres de phéromones avant de sortir. Donc, elle a déjà compris que les phéromones n'allaient peut-être pas tout à fait fonctionner chez tout le monde, mais elle a déjà prévu que le leurre visuel d'avoir du maquillage va fonctionner plus sur l'excitation masculine. Alors, l'odeur, des études qui montrent que si on prend l'odeur axillaire chez des femmes et qu'on les fait sentir à un certain nombre d'hommes, on va avoir plus d'attraction au moment de l'ovulation où les odeurs seront plus les mâles seront plus attirés par l'odeur qu'à d'autres moments du cycle folliculaire et en particulier, il sera beaucoup moins attirant pendant les règles. Donc l'odeur a une importance et tout de suite, il y a aussi des études qui montrent que cette odeur aurait même une importance dans le choix du partenaire sur un plan immunitaire, parce qu'on est plus attiré par un partenaire qui a un système d'histocompatibilité majeure différent, alors que un système d'histocompatibilité proche est plutôt répulsif. Et d'ailleurs, on a montré aussi que quand des femmes ont un système d'histocompatibilité plus proche de leur partenaire, plus semblable, elles sont plus infidèles, parce qu'elles recherchent la différence pour avoir un produit reproductif plus performant. Alors, ces phéromones sont sécrétés au niveau des aisselles, au niveau des parties génitales, du vagin, de l'anus, éventuellement peut-être aussi au niveau de la salive. Et chez l'homme, est-ce qu'il s'agit plutôt de sécrétion ou plutôt de produits volatiles comme ça existe chez les insectes? On n'en est pas certain. Alors, encore des études qui montrent que les femmes sont plus attirées par des sécrétions masculines fortes en testostérone de mâles dominants, mais uniquement en période d'ovulation, puisque c'est la période importante et productive pour pouvoir se reproduire. Mais dans les autres parties du cycle, ça a moins d'effet. Encore une étude qui montre que le fait de respirer des odeurs hormonales mâles avec de l'androstendione augmente le niveau d'énergie, augmente la pression sanguine, le taux de cortisol, le rythme cardiaque et l'excitation sexuelle. Une étude qui montre que la consommation de viande rouge chez les hommes leur donne une odeur qui les rend moins attractifs chez les femmes, donc il faudrait plutôt adopter un régime vegan. Que l'odeur sexuelle, mais on l'a déjà vu, dépend plus, l'odeur corporelle dépend de la DHEA, et surtout la DHEA favorise la pilosité au niveau pubien et axillaire, ce qui est montré dans une étude chez des enfants, plus leur taux de DHEA est important, plus ils ont des pilosités axillaires et pubiennes. Et c'est là où il y a la production aussi de sébum et des odeurs corporelles. Et en fait, cette pilosité agit un peu comme un brûle-parfum avec le sébum qui inonde les poils et qui le fait diffuser dans l'air.
Donc on a un effet significatif sur la production de sébum, mais à nouveau dans des études, c'est surtout sur des patients plus âgés, et ce qui est logique parce qu'aussi souvent l'effet de la DHEA s'effectue par l'effet des androgènes et de son effet androgénique. Donc si on a une augmentation de DHEA, on a une augmentation potentiellement des phéromones, surtout du sébum et de la libido, principalement chez la femme. Une autre hormone dont on a parlé, c'est la MSH, qui a un effet avec le mélanotane 2 de brunir la peau, mais aussi d'augmenter les sécrétions cutanées au niveau des parties sexuelles. Donc le mélanotane 2 pourrait aussi augmenter l'odeur cutanée et stimuler les odeurs sexuelles. Et si l'on associe la testostérone et la MSH, on a un effet synergique sur les sécrétions des glandes génitales et de la sécrétion de sébum aussi. Donc, le traitement pour augmenter son attractivité sexuelle, on retombe toujours un petit peu sur toute la panoplie des hormones, la DHEA, qui chez la femme est avec des doses de 5 à 30 mg, mais pas beaucoup plus en général pour éviter des effets de signes de virilisation. Le gel de testostérone à 0,5% et pas à 10% comme chez l'homme, un tiers à 2 mg par jour en moyenne, ce qui correspond à 3 à 5 mg par jour. Éventuellement, l'application au niveau des cheveux, bon ça donne les cheveux gras. Toujours de donner de la testostérone en association avec le stradiol et la progestérone chez la femme pour éviter les signes de virilisation induits par la testo ou des excès de DHEA. Et en option, l'utilisation de mélanotane 2 ou de brémélanotide à 3 fois, par exemple, 3 fois 0,3 mg par semaine. Pour finir, il y a des produits qui se vantent d'avoir des effets de phéromones qui sont sur le commerce et qu'on peut trouver à des prix conséquents, mais avec des commentaires de patientes qui sont tout à fait positives, même dithyrambiques, mais dont on ne peut absolument pas prouver qu'il y ait un effet particulier en dehors de l'utilisation peut-être d'androstenedione. Donc, la première étape, c'est le rapprochement par les phéromones ou par les odeurs. Et je le rappelle que l'odeur peut être discriminante tout à fait sur le choix d'un partenaire. Il y a même des références pour parler de l'organe voméronasal, mais une fois qu'on a passé le stade des phéromones, on voit le partenaire potentiel. Alors, chez l'homme, on sait très bien que c'est plutôt une vision physique, comme la photo qu'on a vue tout à l'heure d'une belle jeune femme, c'est plus motivant. Chez la femme, c'est plutôt une vision mentale. La vision mentale, c'est plutôt la vision d'une potentielle sécurité de sa progéniture. Donc, ça peut être aussi une belle voiture parce que monsieur a un beau compte en banque et que c'est mieux pour assurer la sécurité de sa progéniture. Mais globalement, c'est une vision classique qu'on retrouve souvent, mais qui est contredite dans des études où, lorsqu'on montre des films avec des gens qui font l'amour de différents sexes hétérosexuels ou homosexuels, et lorsqu'on enregistre les sécrétions vaginales avec une sonde qui est mise dans le vagin, quels que soient les films passés, il y a une excitation assez rapide au niveau des sécrétions vaginales dans les 10 à 30 secondes, et elle est retrouvée à peu près partout, sous toutes les formes. Mais paradoxalement, quand on demande aux patientes, à la suite de la visualisation des films, qu'est-ce qu'elles ont ressenti et quel a été le résultat, eh bien, en fait, elles décrivent toutes que ça n'a strictement rien fait, qu'il n'y a eu aucun effet. Et donc, il y a une dissociation franche entre le réflexe physiologique et l'information cérébrale, où il y a un pont qui, visiblement, est fermé entre les deux.
Alors la voix a une importance aussi, on l'a vu tout à l'heure, elle est plus grave avec la testostérone. On a montré aussi qu'une voix masculine plus douce faisait craindre un adultère assez proche dans l'avenir, une voix aiguë chez la femme parfois aussi, mais la voix importe dans la séduction, et on pourrait dire que parfois elle glisse vers le langage des corps, et c'est le chant de l'amour, la folle chanson, parce que l'amour est folie. Et on en arrive, une fois qu'on a la vision, l'ouïe, on arrive au dernier stade qui est le toucher, pour potentiellement engager un rapport sexuel, ou parfois, avec la libération de la sexualité, être une finalité par le massage où le contact physique commence et termine un rapport sexuel. Et donc, une fois que tous ces voyants sont intégrés, dans votre cerveau, il y a un ordinateur, toutes ces données de visualisation, d'imagination, etc. sont intégrées, sont analysées automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une décharge, si tous les voyants sont au vert et qu'il y a une compatibilité parfaite, il y a une décharge de neurotransmetteurs. Il y a une décharge de neurotransmetteurs importante au niveau cérébral, et c'est le coup de foudre. On tombe amoureux, et on tombe amoureux parce qu'on n'a plus la conscience, on contrôle plus ce qu'on fait, et donc à l'insu de son plein gré, on est tombé dans la séduction, et là ils vont s'enchaîner toute une série de réactions neurobiologiques et hormonales qui ressemblent exactement, finalement, au début d'un stress. Parce qu'au départ, le coup de foudre, eh bien, c'est comme un stress, il commence par y avoir une décharge d'adrénaline, avec une sensation de chaleur, le cœur qui bat, une tachycardie, une rougeur du visage ou du haut du corps, une transpiration, une respiration plus rapide, et une mydriase qui est aussi un effet adrénergique. Et toutes ces modifications-là, c'est la première phase du stress, qui va être perceptible. La deuxième phase sera une sécrétion de cortisol, avec des signes d'imprégnation de cortisol avec les moins moites, une excitation et un sentiment de plénitude. Et puis c'est le sentiment un peu hébété aussi de l'adolescent amoureux. S'ensuit une sécrétion de sérotonine qui va entraîner différents signes de timidité, de personnes maladroites qui est inhibée, avec un caractère un peu obsessionnel compulsif qu'on retrouve quand les niveaux de sérotonine sont très bas, avec une anorexie qui s'ensuit parce qu'il y a une libération beaucoup d'énergie par le cortisol, et donc on a un peu c'est plus marqué chez l'adolescent ou l'adolescente qui est complètement, qui n'entend plus rien, qui ne comprend plus rien, qui ne voit plus rien, mais qui lui permet de vivre d'amour et d'eau fraîche puisqu'elle est à plat d'énergie, et on est obnubilé et obsédé par ses sentiments qui dépendent essentiellement de ce tumulte neurobiologique. Ensuite, le contact charnel arrivant, à la fin du contact du rapport sexuel, c'est la libération, c'est une libération de dopamine qui augmente l'attractivité, l'imaginaire, le désir, et puis l'addiction, puisque cette dopamine, elle fait plaisir et elle permet, par le passage à l'acte, au niveau du rapport sexuel. Au moment de l'orgasme, il y a libération d'endorphines qui donne l'euphorie, le bonheur, la plénitude et l'addiction. Et donc, ça, c'est l'addiction à l'acte sexuel qui fait qu'on a envie de recommencer. Et si on a envie de recommencer, c'est pour qu'il soit plus efficace, parce que finalement, un rapport sexuel n'est pas toujours suivi de reproduction potentielle. Donc, on a déjà prévu la répétition de l'acte. Et s'ensuit la sécrétion de prolactine après l'orgasme, on en a parlé, qui fait s'endormir le mâle
après l'orgasme et moins la femme qui peut prolonger, même après un orgasme, sa phase de réactivité. Mais il y a une sécrétion aussi augmentée, mais qui sera beaucoup moins efficace ou plus étalée dans le temps. À la suite du rapport, il y a aussi libération d'ocytocine, et cette ocytocine, si le couple reste ensemble, va continuer à être sécrétée pour que le couple reste ensemble, pour augmenter la confiance, diminuer l'anxiété du couple, et sur le plan reproductif, permettre au couple de rester ensemble, parce que le petit humain, une fois qu'il est né, il faut encore s'en occuper pendant quelques années pour qu'il soit indépendant. Donc c'est un rôle, et on dit l'amour dure 3 ans, parce que cette sécrétion d'ocytocine va pouvoir se prolonger pendant quelques années. Et enfin la vasopressine, qui vient aussi de la posthypophyse, et qui est un peu très semblable au niveau moléculaire de l'ocytocine, et qui participe aussi à l'attachement à long terme, ou pour citer un exemple classique, des campanoles, des petites souris. Il y a les campanoles des champs qui sont des bons parents qui élèvent bien leurs enfants, et les campanoles des montagnes qui, eux, sont beaucoup moins fidèles, qui vont un peu à droite à gauche et qui n'élèvent pas bientôt tous leurs enfants. Et donc on a pu montrer que les récepteurs de la vasopressine des campanoles des montagnes étaient inefficaces et ne fonctionnaient pas. On a pu même montrer, on a pu détruire les récepteurs de vasopressine des campanoles des champs. Eh bien, ils avaient un comportement identique à ceux des montagnes si leurs récepteurs étaient foutus. Donc on a une relation tout à fait neurobiologique entre le comportement psychologique et personnel et l'effet biologique de certaines substances. Alors, comme aujourd'hui la sexualité n'est plus liée à la reproduction de façon directe, et en tout cas on peut les séparer, aujourd'hui il y a une invasion d'utilisation de ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de chemicals pour l'activité sexuelle, avec le MDMA qui est l'ecstasy ou la cocaïne, et on voit bien qu'ils agissent exactement sur les mêmes systèmes de satisfaction qu'on obtient pendant l'acte sexuel et surtout au niveau de l'orgasme, avec sécrétion de dopamine et voire d'endorphine, mais ça utilise les mêmes voies neurobiologiques. Et on aura à peu près les mêmes choses avec l'ocytocine, qui est évidemment un produit naturel, bioidentique, et pas des drogues de substitution, où on a un peu les mêmes effets au niveau de l'attachement. Et on dit que, par exemple, l'ecstasy est une drogue empathogène, c'est-à-dire qu'on se rapproche des autres, on a plus envie de toucher les autres, on aime plus les autres, un petit peu comme avec l'ocytocine. Et la cocaïne étant aussi une drogue qui se rapproche un petit peu, où on a plus envie de se rapprocher des autres, on a plus envie d'échanger avec les autres. Et on retrouve un peu des effets similaires. Alors, pour dire qu'on est quand même relativement dirigé par nos systèmes hormonaux et neurobiologiques, et le corps agit en deçà de la raison, c'est-à-dire que tout part du corps. Derrière les concepts se cache une sensibilité, un caractère qui est l'individualité de chaque personne, mais qui est tout à fait reproductible par l'endocrinologie, la biologie, la physiologie. Et cette pensée qui vient d'un corps, qui procède d'un corps, y retourne après avoir fait le détour par les mots. Du corps est née la pensée, mais la pensée doit retourner dans le corps pour pouvoir s'exercer. Ça vient de Nietzsche. Enfin, chez la femme, la sexualité, elle est biologique, mais elle va s'exprimer différemment suivant les âges. Et on peut distinguer, grosso modo, différents stades. De 16 à 25 ans, où c'est le romantisme et l'intensification des émotions, des sensations, la recherche des limites, le syndrome de Lolita qui veut séduire et qui fait tout pour séduire, mais qui n'aura pas de vie sexuelle satisfaisante. C'est simplement une recherche de séduction en elle-même. Puis plus tard, il y a un épanouissement sexuel, mais qui est lié aussi au désir de procréation
et de création de milieu familial. Après 38-40 ans, on a normalement plutôt quitté le stade de la procréation, quoique aujourd'hui c'est moins évident, pour pouvoir avoir plus de volupté dans l'épanouissement sexuel. Vers 47-50 ans, c'est le questionnement, puisque c'est la préménopause et le début de la ménopause. Et puis après, à 55 ans et plus, il y a la grâce du plaisir ou l'ouragan de la sexualité parfois qui est décrit, parce que là, il n'y a plus rien à prouver, ni à soi-même, ni aux autres, et il y a une liberté et une envie de découvrir certaines limites qu'on a envie peut-être de franchir à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui augmente l'excitation sexuelle et l'orgasme chez la femme? Et quel traitement? Eh bien, on va retomber sur les mêmes hormones, finalement, que chez l'homme, à part le stradiol, mais on va retrouver la testostérone, le stradiol, la MSH, l'ocytocine. Et les hormones sexuelles sont importantes pour l'excitation. On le voit en particulier chez des femmes à qui on fait une ovariectomie. Et l'ovariectomie est négative sur le potentiel sexuel, mais essentiellement parce que par l'ovariectomie, chez une femme ménopausée, il n'y a plus d'œstrogène, il n'y a plus de progestérone, mais par contre, il y a toujours une sécrétion résiduelle d'androgène qui est supprimée par l'ovariectomie, et donc on a une baisse de la sexualité liée essentiellement à une baisse des androgènes. Le stradiol est malgré tout important, on le sait, et si on augmente les taux d'œstrogène, on observe une diminution, une augmentation du désir sexuel et une diminution des dysfonctions sexuelles en fonction du taux de stradiol. Mais malgré tout, la testostérone reste quand même l'hormone la plus importante pour diriger la sexualité, même chez la femme. Et à nouveau, si on prend des femmes qui sont ovariectomisées, eh bien, entre les femmes qui ne sont pas traitées, celles qui ont juste un traitement œstrogénique, eh bien, on trouve que uniquement des œstrogènes par rapport aux femmes non traitées ne va pas beaucoup changer leur sexualité. Donc les effets d'œstrogènes seuls ne sont pas suffisants pour traiter les problèmes d'hyposexualité. Et donc les femmes sont plus dépendantes de leur niveau d'androgène, et même chez des femmes jeunes, si on a des troubles de la fonction sexuelle, on va avoir plus souvent des androgènes qu'on va retrouver bas au niveau du dosage sérique. Encore une étude qui montre que c'est surtout les androgènes qui sont importants pour maintenir le désir sexuel, l'excitation sexuelle et le nombre de fantasmes. Et il faut prendre les deux hormones, les œstrogènes et les androgènes, pour avoir un effet complémentaire et maximal. Donc la testostérone, encore, transdermale, qu'on donne à 10 mg par jour, ce qui est une dose quand même déjà correcte, augmente l'intérêt au sexe, l'excitation, la fréquence des activités sexuelles, etc. Si on donne une dose de testostérone qui est relativement faible et qu'il n'y a pas d'œstrogène, on aura une efficacité faible, ou voire pas du tout, à nouveau, pour insister sur le fait que c'est l'association et le rétablissement de l'équilibre hormonal œstrogène et voire œstroprogestatif et testostérone qui va obtenir le meilleur effet sur les paramètres de sexualité. La DHEA a une importance aussi, et la DHEA montre qu'il
Il y a une augmentation de l'attractivité du sexe avec des doses de DHEA alors de 50 mg par jour, ce qui est sans doute un peu trop important pour les femmes, où on devrait normalement souvent pas dépasser 25 mg par jour. Mais on a un effet significatif de cette DHEA qui est d'abord faible au départ, et on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, que l'activité de la DHEA se fait plutôt dans le temps, après 3-4 mois de prise, et il y a un effet plus important qu'initialement, où ça agit sur quelques paramètres, mais pas sur tous les paramètres de sexualité. Donc là, on montre que la DHEA agit chez des femmes, plus particulièrement qui ont des faibles taux d'androgènes, mais ça c'est relativement logique puisqu'une bonne partie de la DHEA va se transformer en androgène et compenser le manque d'androgène chez ces patientes-là. Donc ce sera d'autant plus efficace, à la limite, de prendre de la DHEA que la testostérone est basse. À nouveau, ce sont les dérivés de la mélanocortine ou de la MSH qui a un effet, donc on a vu tout à l'heure le mélanotane 1 qui en général peut utiliser, le mélanotane 2 qu'on trouve sur Internet et un autre dérivé un peu plus court qui est le brémélanotide. Donc je répète que le mélanotane 2 c'est celui qui agit sur les mélanocytes et qui fait brunir la peau, surtout quand on en prend une dose suffisante, mais c'est assez rapidement efficace. Et par contre, le brémélanotide aurait une efficacité un peu supérieure au niveau sexuel, mais n'a pas l'effet colorant au niveau des mélanocytes et d'activité les mélanocytes. Donc c'est plus purement le brémélanotide, ou ce qu'on vous a montré tout à l'heure, qui s'appelle aussi PT141 dans le commerce. Et donc on a l'effet de ce brémélanotide au niveau de la sexualité, où on voit que par rapport à un effet placebo, l'effet est significatif. Et donc, M. Jim Foss, que je ne connais pas personnellement, mais que connaît Thierry Hertog, avait fait une étude pour montrer l'effet du brémélanotide, et puis sur un essai préclinique, et ils sont aperçus que tous les participants de l'étude se retrouvaient excités sexuellement et de façon intéressante, aussi bien les hommes que les femmes, puisqu'il y a pas mal de produits destinés à la sexualité masculine, mais il n'y a aucun produit jusqu'à présent n'avait fait preuve de son efficacité sur la sexualité féminine. Et donc une injection peut avoir une efficacité qui va durer 48 à 72 heures. Donc cette hormone, elle agit aussi essentiellement en étant un effet tactogène, c'est-à-dire que les gens ont une sensibilité plus importante au niveau cutané et ça leur permet un rapprochement charnel plus facile et une sensibilité plus importante. Donc le traitement, c'est toujours, on le répète, le testostérone gel transdermique à 0,5%, un tiers à un demi-gramme par jour, ce qui correspond à 3 à 5 mg par jour, ce qui devrait être une dose correcte sans être excessive, parce qu'on a vu que dans les études, ils mettaient 10 mg par jour, ce qui est peut-être un peu excessif. Et l'ensemble du traitement, si on veut associer tous les facteurs potentiellement qui vont booster la sexualité, c'est la testostérone, toujours en association avec le traitement par œstradiol et progestérone pour couvrir l'effet androgénique virilisant, et éventuellement, alors en deuxième intention, la DHEA, et puis en dernier, le brémélanotide ou le mélanotane 2 et l'ocytocine. Comme chez l'homme, ce qui est plus efficace, ce sont les injections. Si on veut un effet plus important de la testostérone, plus marqué, à ce moment-là, il faut passer aux injections. Mais là, évidemment, on a la testostérone énantate à 250 mg qui était faite tous les 15 jours chez les hommes. Eh bien, chez les femmes, il faudra en moyenne un 20e de la dose de l'homme, voire jusqu'à un 10e, mais certainement pas plus. Donc il faudra fractionner les doses de façon importante.
Alors l'attachement, on a vu, c'est l'ocytocine qui a cet effet d'attachement de la mère à l'enfant, des gens entre eux, qui entraîne différents effets au niveau périphérique, comme la contraction des muscles stériés dans le périnée au moment du rapport sexuel et de l'orgasme, mais qui a des effets différents au niveau central et au niveau périphérique. Et là, on voit que l'ocytocine, mesurée chez des célibataires, il a un taux relativement faible. Chez des nouveaux couples, Time One, ce sont des couples qui vont rester ensemble, et 6 mois après, ils ont maintenu leur taux d'ocytocine, donc ce qui leur permet de continuer leur période amoureuse. Par contre, après un certain temps, si on mesure les couples qui sont restés ensemble, on a des taux d'ocytocine qui restent élevés. Si on a des couples qui se sont séparés, ils vont redescendre leur taux d'ocytocine un peu lentement, mais qui vont retrouver les taux des célibataires. Alors, les fantasmes érotiques, à nouveau, on retombe toujours sur les mêmes hormones, testostérone, DHEA, ocytocine et MSH. La testostérone reste toujours la première hormone pour tous les facteurs sexuels. Et on voit encore que si on mesure les taux de testostérone, plus on augmente la dose de testostérone, plus on va avoir un effet positif de bien-être et de sexualité accomplie. La DHEA stimule aussi, mais on l'a vu après un certain délai, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas un effet rapide. Avec la DHEA, on a une augmentation des pensées sexuelles et des fantasmes. La MSH également. À nouveau, le brémélanotide par rapport au placebo, il y a une augmentation de la même façon. Et on a des remarques parfois dithyrambiques. Maintenant, les effets sont relativement, je pense, pas, c'est pas direct, mais alors il y a des débats entre ceux qui le prennent en dose quotidienne à très faible dose et des gens qui le prennent en dose unique à dose un peu plus importante, mais ponctuellement, pour exacerber un sentiment sexuel. Il n'y a pas de vérité, mais de toute façon, comme on n'a pas de recul et vraiment d'analyse vraiment scientifique sur ces produits, on ne peut pas avoir de conclusion aujourd'hui. L'ocytocine, là on le sait, stimule le rapprochement des couples, leurs émotions et leur bien-être. Et si on dose et qu'on a des taux d'ocytocine très élevés, c'est un petit peu comme si on voyait la vie en rose et que tout est mieux et on idéalise plus facilement son partenaire. Donc, pour augmenter les fantasmes sexuels, à nouveau les mêmes hormones, testostérone, mélanotane, DHEA, ocytocine, toujours avec œstradiol et progestérone. Ce qui est pratique, c'est que c'est toujours le même traitement. On va pouvoir booster tous les caractères en même temps en prenant le bon dosage de cette association. La sensitivité sexuelle, si on veut la différencier, à nouveau, le brémélanotide a un effet, mais les deux hormones à nouveau majeures sont la dihydrotestostérone pour la sensibilité, et on l'a vu, c'était la même chose chez l'homme, et l'ocytocine, on vient de la voir. Donc, chez la femme, peut-être la sensibilité plus la testostérone elle-même que la dihydrotestostérone. Et on voit que les tissus cibles sont chez la femme aussi très chargés en récepteurs à la testostérone et que l'effet 5-alpha réductase existe, mais au niveau des tissus génitaux,
qu'il y a des concentrations de récepteurs qui sont plus importants et qui sont plus ciblés chez la femme dans certaines zones. L'acétate de stripotérone, qui est un anti-androgène, s'il est donné à dose suffisante, il est anti-androgène et donc on va avoir une dépression du tonus sexuel, ce qui est logique. Et là, on voit aussi que les œstrogènes tout seuls, par rapport aux estrogènes associés aux androgènes, surtout après quelques semaines, vont avoir un effet positif d'une façon générale et beaucoup plus importante que les œstrogènes tout seuls. La prise de testostérone, c'est une étude sur une prise sublinguale. Il y a un certain délai prise sublinguale, ça veut dire qu'on a une montée de testostérone relativement rapide, mais que l'effet va se traduire que quelques heures plus tard. Donc il y a un délai, il y a un timing entre la prise et le moment de l'effet. Alors, quel est l'effet des hormones au niveau clitoridien? Ça, on l'a bien montré, c'est que quand on fait un index clitoridien, ou qu'on voit différents types de clitoris, plus le dosage d'androgène est élevé, plus on va avoir un clitoris avec un gland qui est plus important et un indice clitoridien qui va augmenter. Donc, les patientes qui auront une clitoromégalie vont montrer qu'il y a un excès de stimulation androgénique et un effet relativement direct. Pour la dihydrotestostérone, on l'a vu, il y a des zones particulières de concentration de récepteurs au niveau de l'utérus, du cerveau, de la glande pituitaire, mais aussi au niveau du clitoris, où la dihydrotestostérone va avoir un effet d'augmentation de ce clitoris. Avec à nouveau une étude qui montre que suivant les niveaux d'androgène, alors si c'est une augmentation de la DHEA, on peut avoir une augmentation du clitoris par l'effet delta 4 ou par l'effet androgénique, mais si on rajoute de la dihydrotestostérone, à ce moment-là, on aura plus de risque d'hirsutisme, puisque c'est l'effet propre de la DHT. Et donc, si on n'a pas d'activité, aucune activité sexuelle, un traitement à la dihydrotestostérone localement au niveau de la vulve et du vagin va augmenter le désir sexuel et l'excitation sexuelle par le seul effet de la dihydrotestostérone. Encore les dérivés MSH qui montrent que chez des femmes postménopausées, la prise de brémélanotide versus placebo augmente le désir sexuel, mais de façon quand même relativement limitée, mais ça peut aider à booster la vie sexuelle. À nouveau, on se répète, c'est le traitement pour augmenter la sensibilité sexuelle, c'est le traitement par la testostérone, gel, éventuellement les injections si on veut avoir un effet plus important, mais sans dépasser 50 mg par mois, ce qui est quand même un cinquième de... chez l'homme, c'était 250 mg tous les 15 jours, de 10 à 15 jours, donc on a des doses qui sont largement inférieures. La DHEA, qui est plutôt 25 mg et moins souvent 50, qui est une dose importante pour une femme, toujours en association avec œstradiol progestérone, et éventuellement le mélanotane, la MSH, que ce soit mélanotane ou brémélanotide. Alors, on a encore d'autres caractères où on montre que la fréquence des coïts est légèrement augmentée avec le stradiol, que le mélanotane, la MSH, agit éventuellement aussi, mais là, on a un effet
participatif avec la progestérone. Donc, il est évident que tout traitement d'œstradiol, on va l'associer avec une progestérone pour faire la balance œstroprogestative et que ça fera toujours partie du traitement hormonal substitutif. Donc la testostérone reste toujours l'hormone principale. L'œstradiol intervient, mais c'est surtout l'association œstrogène-androgène qui va avoir les meilleurs résultats sur la vie sexuelle. Et enfin, pour finir, c'est que ce système hormonal et cette réactivité, même neurobiologique, nécessite des surrénales en bon état et d'avoir une réponse de cortisol et surrénalienne aussi avec le DHA qui soit correcte pour que l'excitation sexuelle puisse se faire au maximum. Là, on montre une étude qui montre que quand les relations sexuelles se font de façon plus jeune chez les femmes, la réactivité au stress plus tard sera meilleure. Donc, comme on l'a vu, si les premiers rapports sexuels correspondent au même phénomène que le stress psychologique, eh bien, elles sont mieux entraînées à leur stress très tôt et elles pourront plus tard le gérer mieux. La DHEA et la satisfaction sexuelle, on voit que la DHEA a une efficacité, mais à nouveau, pas de façon toujours immédiate. Et on retombe sur le mélanotane 2, donc, qui n'existe pas en pharmacie. Et là, il y a une étude qui montre que c'est une drogue qui est sans danger et que ça n'a rien à voir avec la drogue du violeur, puisqu'on reste conscient et on reste tout à fait conscient de ses actes et de ses possibilités et qu'il n'y a pas de perte de contrôle. Et voilà. Et donc, si on a pris toutes ces hormones, en particulier la testo ou la DHT, on va avoir quelqu'un de très impressionnant. Et puis le petit mâle, il va être plutôt un peu inquiet devant autant d'ouragans sexuels qu'il va vouloir le conquérir. Et merci beaucoup.